Donc il va nous parler de la céramique et des techniques d'impression, et je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour à tous et bonne année. Et merci d'emblée à l'association des amis du musée de l'imprimerie de m'avoir invité et de m'avoir permis de préparer cette conférence et de travailler en particulier sur ce sujet. Et merci en particulier à Monsieur Langlois qui m'a contacté, qui a eu cette bonne idée. Voilà, donc je vais vous parler effectivement de céramique et technique d'impression. Alors effectivement, il sera question de lithographie, mais il va être question aussi de d'autres techniques. L'idée, c'est de montrer un panorama le plus large possible des rapports qu'entretiennent céramique et technique d'impression. Jusqu'au XXIe siècle. Et tout à l'heure, Monsieur le Président de l'association évoquait les nouvelles technologies et l'impression 3D à des fins de tatouage. Il ne sera pas question de tatouage, mais il sera question d'impression 3D, puisque c'est un tournant numérique que la céramique a pris également. Il en sera question dans cette conférence également. L'idée, c'est de se demander en quoi la gravure a-t-elle eu un impact dans l'histoire de la création céramique et après, quelles sont les techniques qui sont transposables à la céramique et comment ça fonctionne, quels sont les enjeux techniques, quels sont les enjeux économiques, puisque la céramique et notamment la porcelaine à Limoges est une industrie, et quels sont les enjeux artistiques. Qu'est-ce que ces différentes techniques permettent de développer comme solution plastique. Les exemples que je vais vous montrer vont être tirés de l'histoire générale de la céramique. Ça ne va pas être exclusivement porcelaine de Limoges, mais on va beaucoup parler effectivement de porcelaine de Limoges, d'une part pour vous montrer quelques chefs-d'œuvre du musée, vous donner envie de venir dans ce musée comme vous l'a invité Monsieur Langlois, et puis voilà, pour vous faire découvrir un petit peu ses collections. Et puis également aussi puisque le musée de l'imprimerie, j'ai pu le voir, c'était il y a un an, le visiter, il est aussi question de graphisme et de logo. Je vous invite aussi à regarder le logo du musée dont on est assez fier, qui est toute notre charte graphique a été refaite en même temps que la rénovation du musée qui a eu lieu entre 2009 et 2012. Donc c'est effectivement un musée neuf que vous pourrez voir quand vous viendrez, puisque vous allez venir forcément. Voilà. Alors je vous donne en 2 mots le plan de ma présentation. Je vous parlerai tout d'abord des prémices de l'impression sur céramique, à savoir l'influence de la gravure sur des motifs qui vont être peints à la main. On parlera ensuite vraiment de l'invention des décors imprimés à proprement parler, et en s'intéressant notamment à un type de céramique qui s'appelle la faïence fine. Et je vais vous expliquer un petit peu quelles sont ses spécificités. Et puis n'hésitez pas à la fin de mon intervention à me reposer des questions ou à me faire revenir sur des choses pour lesquelles je n'aurais pas été clair. On va voir ensuite la chromolithographie et comment elle est appliquée notamment sur la porcelaine, en s'appuyant encore une fois essentiellement sur des exemples de Limoges. On parlera de la sérigraphie, qui est elle aussi appliquée à la céramique à partir des années 1960. Et enfin, on terminera sur la révolution numérique et l'impression 3D, et ses transpositions en céramique, à la fois dans le secteur de ce qu'on appelle les céramiques techniques, et puis dans les secteurs du design, des arts de la table et de la création artistique. Voilà. Alors avant de commencer sur la première partie, je vous donne je fais quelques rappels sur la céramique en général, puisque il est parfois difficile de s'y retrouver dans tous les termes qui sont employés. La céramique, ça désigne en général l'idée, en tout cas un objet qui est fait d'une matière argileuse, qui va être façonné et qui va être cuit
et qui va changer d'état de manière irrévocable, de manière définitive. Ça désigne les céramiques. Les céramiques, c'est aussi, ça appartient à la famille de ce qu'on appelle les arts du feu, qui englobe aussi l'émail ou le verre ou la métallurgie. Et à l'intérieur des céramiques, on a différentes familles. On a les faïences, on a les terres vernissées, on a la porcelaine, on a le grès. À chaque fois, elles sont caractérisées par des matières premières différentes, par des cuissons différentes et par des propriétés physiques et chimiques différentes. Je ne vais pas vous les présenter là tout de suite, mais au cours de la présentation, on en verra certaines et ce sera l'occasion de les évoquer. Voilà pour un petit peu. Et puis pour ce qui est de la couleur et de l'émail, les céramiques sont généralement composées d'une forme et ensuite d'un émail ou d'un décor coloré ou non, qui est constitué généralement d'oxydes métalliques de couleur fusible qui à la cuisson vont vraiment pénétrer l'argile. Par exemple, pour le bleu, c'est généralement de l'oxyde de cobalt. Le cuivre va donner, selon les techniques de cuisson, plutôt du vert ou plutôt du rouge, ou l'antimoine peut donner du jaune. Voilà, c'est des petits exemples, mais c'est important à avoir en tête ces notions-là. Alors, je vous montre cette image, c'est une vue du musée. Effectivement, l'espace qu'avait pu observer Monsieur Langlois, c'est sur une partie du musée qui s'appelle la mezzanine des techniques, où on montre un petit peu toutes les techniques de fabrication de la céramique. Il y a ce qu'on appelle un îlot qui est consacré au décor imprimé. Alors on voit pas bien la presse lithographique qui se trouve derrière cette première vitrine, mais elle est bien là et on a effectivement des différentes pièces, des éléments imprimés et des panneaux explicatifs sur les procédés. Alors je vous montre cette œuvre qui est un plat qui s'appelle le plat au Parnasse, qui est une faïence tannifère réalisée à Urbino autour de 1560. Donc on est au XVIe siècle et c'est une pièce qui est présentée dans les collections du musée, qui est un dépôt du Louvre. Et je vous la montre parce que elle permet d'aborder plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une faïence tannifère, c'est-à-dire que c'est une céramique qui est faite avec une argile, je dirais assez lambda, qu'on va recouvrir d'un émail opacifiant, un émail à l'étain, d'où son appellation stannifère, qui va le blanchir. On va recouvrir cette terre d'un émail blanc qui va créer une véritable page blanche qui va permettre ensuite au décorateur de réaliser un décor peint très précis. Donc là, on est dans un foyer de production italien à Urbino. C'est généralement ce qu'on appelle les majoliques. Les majoliques s'appellent comme ça en référence à Majorque, puisque c'est une technique, la faïence tannifère, qui a été inventée dans l'Iran du 9e siècle, on va dire, et qui a transité jusqu'à l'Italie et jusqu'à l'Europe par l'Espagne omeyyade. Alors, revenons-en à notre sujet qui est celui de l'imprimerie. En quoi ce décor... S'agit-il d'un décor imprimé ? Non. Non, c'est un décor peint. L'émail est appliqué au pinceau. C'est des oxydes métalliques qui sont en poudre et qui sont dilués avec de l'essence de térébenthine ou un liant. Et l'artiste, en revanche, s'est inspiré d'une gravure. Alors les plus connaisseurs d'entre vous auront reconnu probablement le Parnasse, une œuvre de... pardon, je vais la mettre en plein écran. Du graveur italien Marc-Antonio Raimondi. Il s'agit d'une gravure au burin du XVIe siècle qui est conservée au musée du Louvre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que il s'agit d'une traduction gravée d'une grande œuvre de l'histoire de l'art, une des chambres du Vatican, peinte par Raphaël sur l'ordre du pape Jules II.
Donc c'est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art qui se retrouve diffusé grâce à la gravure. Je reviens pas sur la gravure au burin, puisque c'est une technique qui peut être comment dire, qu'on peut découvrir au musée de l'imprimerie de Lyon. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les céramistes vont s'approprier ces modèles pour réaliser des céramiques. Et ce qui est amusant, c'est qu'en général, il y a une adaptation du modèle gravé vers une forme qui n'est pas celle de la gravure d'origine. Mais ici, on a conservé non seulement l'iconographie, mais aussi la porte qui est dans la gravure, alors qu'on aurait pu imaginer la voir disparaître. On retrouve donc Apollon au centre avec sa lyre. À sa gauche, Homère est en train de dicter ses grandes épopées. Et le tout est peint avec ces 4 couleurs, le orangé, le bleu, le vert et le mauve, qui sont les seuls qui résistent à une cuisson de haute température, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs qu'on retrouve généralement sur les céramiques majoliques de cette période et dans ce contexte. Alors je vais vous montrer un autre exemple d'influence de la gravure sur la céramique. Ça, c'est encore un objet des collections du musée Adrien du Boucher. Il s'agit d'un plat à décor à la Bérin, réalisé vers 1730 à la manufacture de Clérici, donc c'est à côté de Marseille. Il s'agit encore de faïence tanifère, et là, la référence, c'est Jean Bérin. Il s'agit du principal représentant d'une famille de décorateurs. Il a été dessinateur du cabinet du roi sous Louis XIV, et il a lui aussi gravé des planches qui s'inspirent des travaux de Raphaël notamment. Et voilà, ces travaux vont être tellement populaires que, alors je vous montre une gravure ensuite, voilà, conservées au Metropolitan Museum. Elles sont caractéristiques, elles sont très reconnaissables, puisque on voit ces grotesques, ces figures qui sont des êtres hybrides, humains, animaux, cuir découpé, lambrequins, éléments d'architecture. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement diffusé dans la céramique pour créer des motifs. Au point que ça donne son nom à une véritable typologie de plat à la Bérin, de service à la Bérin, et notamment au XVIIIe siècle. Ici, vous voyez le bleu. Le bleu est un bleu de cobalt, donc c'est un oxyde qui est célèbre puisqu'il a été popularisé par les pièces chinoises qui étaient diffusées en Europe par le biais des relations commerciales avec la Chine. Et il s'agit pour les pièces chinoises de porcelaine, mais on ne sait pas faire de la porcelaine à cette époque en Europe, très peu. Donc on imite avec de la faïence tanifère, mais on cherche à reproduire ce rapport bleu et blanc. Voilà. Alors, dernier exemple de ces rapports entre la céramique et la gravure. Je vous montre 3 pièces ici. Sur la gauche, il y a une gravure de Gabriel Huquier. C'est une gravure d'un dessin de Justin Aurel Meissonnier, lui qui était un ornemaniste et un grand dessinateur de formes au début du règne de Louis XV, dans ce style qu'on appelle rocaille, qui s'inspire beaucoup des coquilles, des feuillages. C'est une inspiration naturaliste, mais qui n'est pas du tout mimétique. C'est une écriture tout à fait libre et virtuose et quasiment autonome. L'idée, c'est pas de restituer un fruit ou un vrai branchage, mais de s'inspirer de phénomènes de croissance, d'un dynamisme, d'un mouvement qui est tout à fait étonnant. Et donc ces ornemanistes vont travailler pour les orfèvres, et là je vous ai mis un très beau candélabre du musée des arts décoratifs de Paris, mais aussi pour les céramistes. Et vous avez, alors je m'excuse pour la qualité de la photo, mais une pièce aussi que j'ai découverte il y a pas très longtemps au musée des arts décoratifs, dans les réserves, un flambeau en faïence blanche,
qui est daté du XVIIIe et sur lequel on retrouve vraiment ce dynamisme végétal lié à la forme de la coquille aussi, à des choses comme ça, qui sont extrêmement liées au modèle produit par des artistes comme François Boucher, comme Justin Aurel Messonnier ou comme Lajoux, et qui vont être beaucoup diffusés par la gravure. Voilà. Alors, je vais vous montrer autre chose avant de vous expliquer les principes de... Ah oui, mais là, il me manque une image. Je ne sais pas pourquoi elle a sauté, mais c'est pas grave. Je vous montre aussi cette pièce pour illustrer une technique qui est celle du décor au poncif et qui est, elle aussi, très liée à la gravure. Vous avez sur la droite une gravure de Jacques Bailly, qui est un peintre de fleurs, également graveur au XVIIe siècle, et elle a servi de modèle, cette gravure, à un décor d'assiette plus tardif du XVIIIe siècle, qui est conservé au musée aussi. On peut reconnaître la fleur qui est en haut, l'œillet qui est en jaune ici. Et les autres fleurs sont aussi tirées de gravure, mais d'autres. Donc on composait comme ça des décors à partir de modèles gravés. Et alors là, c'est dommage, l'image du poncif a sauté, mais la technique qui était utilisée, c'était de décalquer une gravure très finement et de la percer de trous par endroits. Ce calque allait être appliqué sur la porcelaine par le décorateur, qui saupoudrait en fait une poudre noire de graphite ou de fusain, et ensuite il n'avait plus entre guillemets qu'à relier les traits pour avoir un dessin qui était relativement précis. Donc ça permettait de réaliser des décors avec des décorateurs qui précisément n'étaient pas formés à une grande expertise en dessin ou avec une expertise au niveau artistique, et néanmoins d'avoir un décor relativement fidèle au décor naturaliste. Alors maintenant je vais passer à l'invention de l'impression sur céramique, et on va aller en Angleterre. Alors l'invention de l'impression sur céramique va être date, on estime autour des années 1750, au milieu du XVIIIe siècle, et ça se déroule en Angleterre. Alors ce serait à Liverpool qu'on aurait mis au point les premières techniques. D'après Alexandre Brongniart, le directeur de la Manufacture nationale de Sèvres au début du XIXe siècle, ce serait la première occurrence serait un graveur à Birmingham, John Brooks, qui écrit « Imprimer et transférer sur faïence », je cite, « à partir de plaques gravées ou mordancées, de plaques de mezzo tinto, de gravures sur bois et métal ». Alors, on a très peu d'informations sur cette technique primitive. En revanche, on a d'autres archives qui nous expliquent comment procédaient d'autres Anglais contemporains. À Worcester, il était fait usage d'un vernis incolore qui était imprimé sur un tissu huilé, puis appliqué sur la glaçure de la pièce. L'épreuve était alors saupoudrée de couleurs réfractaires. Voilà, donc on a une espèce de tissu sur lequel on va imprimer la gravure. On va saupoudrer les oxydes métalliques sur le vernis incolore et appliquer sur la glaçure de la pièce. Cette technique, elle est diffusée en France, et il y a un livre qui s'appelle « L'état des arts en Angleterre » en 1755 qui précise que l'impression, qui précise les techniques de l'impression à partir de taille douce. dont on nous dit qu'il faut que la taille soit assez ouverte. Donc la taille douce, c'est de la gravure sur cuivre, voilà. Et il faut que la taille soit assez ouverte pour recevoir l'encre céramique ou les couleurs vitrifiables. Après quoi, on va faire un transfert sur papier. Et ce transfert va être ensuite appliqué sur la porcelaine qui a été préalablement frottée d'huile de térébenthine. Et ensuite, on met à cuire.
qu'est-ce qui se passe une fois au four? Le papier brûle et l'encre réfractaire fond avec l'émail de la pièce. Voilà. Alors là, vous avez, pour illustrer ça, 2 carreaux de faïence tannifère de Liverpool de la manufacture Sadler & Green. Alors, c'est intéressant de constater que Sadler et Green étaient 2 imprimeurs et non pas des céramistes. Ce sont vraiment des imprimeurs qui ont eu cette idée et qui vraiment ont transposé ça en Angleterre. Alors eux, leur technique, c'est une plaque ancrée d'huile de térébenthine est imprimée à la main sur une feuille de gélatine et la gélatine est appliquée sur la faïence tannifère glacurée. La préparation grasse était saupoudrée de couleur et ensuite on procède à la cuisson. Voilà. Alors ça c'est une... Là vous voyez des décors avec une iconographie assez classique, je dirais, du XVIIIe siècle, assez galante, des scènes de genre, un couple dans un décor naturel, des jeux d'extérieur sur la droite, et on remarque l'aspect monochrome de ces gravures. En fait, là, la couleur arrive, en tout cas la polychromie des gravures arrive plus tard. On est à cette époque sur de l'impression simple. Alors, je vous montre une autre pièce importante parce qu'il s'agit d'une pièce de Wedgwood. Alors, Wedgwood, c'est un fabricant de faïence anglais qui est très important. Il est Josiah Wedgwood et l'inventeur de ce qu'on appelle la faïence fine anglaise, qu'on appelle parfois creamware, pour son côté justement un peu crème. Alors je vais parler un peu de la faïence fine là, parce que vous allez voir dans la suite de mon exposé qu'elle est très importante, cette technique de céramique pour l'imprimerie en fait. La faïence fine, c'est une... Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la faïence tannifère, c'est une argile normale, donc qui est souvent rouge, brune, en tout cas qui n'est pas blanche, et qu'on va blanchir avec un émail à l'étain. Le problème de ça, c'est que l'émail à l'étain est très épais. Donc on perd la finesse de la pièce, du modelé de la pièce, et puis ça donne, si on casse la pièce, vous voyez que l'intérieur, il n'y a pas une grande homogénéité entre la pâte et l'émail. Tandis que la faïence fine, l'idée c'est d'avoir une pâte qui soit blanche elle-même et sur laquelle on va mettre un émail transparent. Alors les Anglais vont très vite trouver une recette à base d'argile qui est elle-même relativement blanche ou qui devient blanche à la cuisson, à laquelle ils ajoutent de la poudre de silex calciné. Donc ils font des essais comme ça et qui leur permettent d'obtenir une pâte qui à la cuisson paraît très blanche ou relativement blanche, on va dire, assez crème, et sur laquelle on va vraiment pouvoir passer un vernis très fin et ça va donner un effet de finesse à cette faïence, d'où son nom, faïence fine. Voilà. Parfois ça s'appelle Queensware aussi parce que Josiah Wedgwood doit être récompensé par la reine d'Angleterre pour ses découvertes et ça va être la faïence de la reine. Voilà. Alors c'est intéressant et ce vernis fin il est très adapté aussi à l'application d'un décor imprimé. Donc là, vous avez une pièce du Victorian and Albert Museum à Londres sur laquelle un décor imprimé en noir et blanc a été appliqué. Donc en général, l'idée c'est qu'on imprime d'abord sur un support, en fait, généralement un papier, mais ça peut être aussi un tissu, on l'a vu, ou une gélatine. Le support va être, on imprime en général avec un vernis transparent. Le vernis transparent ou une encre grasse va retenir un saupoudrage d'oxyde métallique. Ensuite,
ce support-là, on va l'appliquer sur la céramique et on va pouvoir faire cuire. Voilà, le papier reste, il brûle à la cuisson et l'émail entre dans la céramique et fuse. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contexte aussi, rappeler un petit peu le contexte. Pourquoi ça s'est découvert en Angleterre et pas en France? Parce qu'en France, on a aussi, à cette époque, beaucoup de recherches sur la céramique, notamment à Sèvres. On a déjà la manufacture royale. Et en réalité, on ne s'y intéresse pas du tout à cette question des décors imprimés, ni vraiment à celle de la faïence fine. On commence à s'y intéresser parce qu'on voit que les Anglais ont un débouché économique très intéressant avec cette faïence fine qui est moins chère à produire et qui est quand même relativement belle. Mais on s'intéresse surtout à imiter la vraie porcelaine dure, la porcelaine des Chinois en France. Donc il y a un retard français par rapport à ces inventions. Les terres d'Angleterre, donc les faïences fines, elles connaissent un succès. Elles vont être exportées en fait en contrebande jusqu'en 1786, où en fait le traité de Vergennes, un accord commercial de circulation des marchandises manufacturées entre la France et l'Angleterre, va officialiser en fait des importations et en même temps des transferts de technologie. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer en France, malgré tout, on découvre cette technique, on l'expérimente aussi. Ça, c'est une faïence fine de Sèvres, mais plus tardive, du tout début du 19e siècle. J'ai pas trouvé de datation, c'est en collection privée. Mais on sait que c'est le procédé dit de Puybusque et Méry, deux techniciens qui se sont attelés à cette tâche dans les années 1808-1820. Et là, la technique, c'est d'imprimer sur sur une porcelaine qui est déjà émaillée, sachant qu'il y a aussi des techniques qui permettent de coller le support sur ce qu'on appelle le biscuit de porcelaine. Le biscuit de faïence, en général, le biscuit, c'est une pièce qui n'est pas émaillée. Voilà. Il y a toujours deux cuissons dans une céramique, une première cuisson pour la pièce et une cuisson pour l'émail. Voilà, donc ici vous pouvez voir l'iconographie, c'est une fable. La légende identifie le décor, la cigogne et le renard au centre, et puis sur l'aile de l'assiette, vous avez un décor de fantaisie, typiquement 18e, où vous avez des petites pagodes, des décors chinois, des arbres, de la végétation. Donc il y a toujours dans ces assiettes à décor imprimé un décalage parfois entre l'aile et puis le centre de l'assiette qui reçoit vraiment la narration ou le cœur du sujet. Alors une autre assiette dite primitive des décors imprimés conservée au musée de la céramique de Sèvres. Et là, vous avez au dos de cette assiette qui est cassée, mais elle est intéressante parce qu'on a la signature d'Antoine Legros d'Azigny, qui était un technicien aussi qui a déposé un brevet pour cette technique-là. Mais, et là je vois l'heure qui passe, il faut que j'avance, mais en fait la manufacture qui va le plus se faire connaître pour ces décors imprimés en France, c'est la manufacture de Creil. Mais là encore, c'est pas un hasard puisqu'elle a été tenue par des Anglais, et notamment trois personnages, Stone, Coquerel et Legros, vont déposer un brevet en 1808. Là, il s'agit on recouvre les objets d'une miction qui sert de mordant, donc qui va sur les céramiques, il y a une espèce de première couche qui va servir à faire adhérer l'estampe, et l'impression elle-même, le papier est d'abord trempé dans une préparation à base de fiel de carpe et de potasse, et la planche est gravée en creux, ancrée à l'encre céramique. Et l'application du tirage humidifié se fait sur la pièce directement avec un tampon. Et on cuit dans ce qu'on appelle un four de moufle,
Alors en fait, ce qu'on appelle four de moufle, c'est un four de petit feu où on fait cuire la pièce à relativement basse température. Et pourquoi ça s'appelle four de moufle? C'est que les pièces sont enfermées dans des petites boîtes en terre réfractaire qu'on appelle des moufles pour les protéger des impuretés, de la fumée, des choses comme ça. Voilà. Alors là, vous voyez effectivement ce très beau service de la manufacture de Creil, daté entre 1818 et 1830. On est voilà, dans un univers esthétique encore marqué par le néoclassicisme et le souvenir de l'Empire, avec des formes géométriques relativement simples, beaucoup plus épurées que les formes rocailles que j'ai pu vous montrer avant du règne de Louis XV. Pardon. Et donc au niveau de ce qui est intéressant avec effectivement la gravure, c'est qu'on a accès à une diversité de sujets et d'images qui permet de créer des services très variés et qui ressemblent pas du tout aux précédents. Alors au niveau de l'iconographie, on peut se demander si ça apporte, si on peut identifier des sujets, mais en fait c'est très difficile parce que le principe de la gravure, c'est la diversité, la multiplicité, la diffusion des images, et les céramistes comme les imprimeurs vont tirer tout le potentiel possible de cette nouvelle invention pour créer des services avec une diversité vraiment étonnante de sujets. Alors en 1808, dans l'Almanach du commerce, on a un article qui nous renseigne sur les sujets choisis par la manufacture Stone, Coquerel et Legros d'Anizy, donc à Creil. Alors je cite, c'est un espèce d'inventaire à la Prévert, mais c'est assez parlant. Les fables de La Fontaine, les portraits des grands hommes anciens et modernes, les vues pittoresques, châteaux et maisons de campagne de différents pays, principaux traits de l'histoire de France, de l'histoire romaine, les cartes géographiques de chaque département de l'Empire français, les monuments de Paris et de ses environs, les pierres gravées, un service militaire, un autre service destiné à la franc-maçonnerie, etc. Le tout d'après les dessins des meilleurs artistes. Donc c'est intéressant parce que ça vous donne une idée de la diversité. Ici, vous avez une très belle gravure sur une assiette avec une villa romaine. On imagine d'après des dessins de Palladio dans la campagne, voilà. Et puis je vais vous montrer d'autres pièces de service pour que vous puissiez voir un peu la diversité. Alors un petit zoom sur cette belle image. Il y a un petit paon qui se balade dans le jardin. Voilà. Ici, un sujet un peu plus héroïque, vraiment marqué aussi par l'école de David, le néoclassicisme, où un personnage invite une jeune femme à venir saluer la déesse Athéna, donc la déesse guerrière aussi. Ici, même chose, vous avez César pleurant devant la statue d'Alexandre. Donc on est aussi dans le souvenir un petit peu de l'héroïsme que Napoléon et sa véritable politique artistique avaient cherché à promouvoir jusque dans les arts décoratifs, notamment via la gravure et la diffusion des artistes, des grands artistes d'État. Alors il y a aussi pas mal de services imprimés avec la figure de Napoléon, mais je dirais que en France c'est pas que c'est rare, mais à cette époque, à l'époque de l'Empire, on n'en est encore qu'au début des décors imprimés sur faïence fine, et la figure de Napoléon va plutôt se trouver sur de la porcelaine plus prestigieuse et peinte à la main. Voilà. Là encore, paysage de ruines avec une vieille femme qui tient une jeune fille dans ses bras. Un amour apporte une flèche. Alors la fontaine des innocents, pour montrer aussi un autre type de sujet, la fontaine des innocents, donc un véritable monument de Paris, aussi une manière de voilà, il y avait aussi des cartes géographiques, les départements. Ça fait aussi partie d'une espèce de mythologie nationale qui se construit par l'image, et la céramique permet de diffuser sur des supports auxquels on ne s'attendait pas à cette époque-là.
Alors là, c'est Saint-Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes. Donc effectivement, là, on est plus proche de l'actualité politique au moment de la création de ce service. On est sous la Restauration, donc faire mentionner une légende du bon roi, ça c'est très bien vu sous la Restauration. De même que la figure d'Henri IV qu'on retrouve très régulièrement dans les arts décoratifs à cette période, aussi perçu comme un bon roi, un élément agréable qui rappelle agréablement la monarchie. Et voilà une autre soupière ovale avec, vous voyez sur la panse de l'objet, l'Arc de Triomphe. Donc là encore, c'est un souvenir assez fort de l'Empire. Alors, on peut aussi utiliser de la couleur. Là, c'est monochrome, mais c'est avec une encre réfractaire à base de cobalt. Mais le principe reste le même. On substitue un oxyde à un autre, mais la technique reste la même. Et on peut aussi, à partir d'une gravure noir et blanc, ajouter des rehauts de couleurs à la main. Donc l'idée c'est que on va appliquer un décor noir et blanc et puis une fois que ce décor est posé, on applique au pinceau des couleurs par-dessus. Là c'est les dragons aussi, une assiette de la manufacture de Creil. Là, vous avez pour illustrer aussi un autre sujet politique, une assiette de la manufacture de Sarreguemines avec Alger. Donc en 1830, c'est le moment de la prise d'Alger. Donc c'est un événement politique majeur qui est évoqué à ce moment-là dans la céramique. Alors là, j'ai un petit souci d'image, mais c'était pour montrer un sujet un peu plus léger, parce qu'il y a aussi pas mal d'images humoristiques. Ici, c'est une lithographie de Delpech d'après un dessin d'Horace Vernet qui est copié, et on voit deux soldats qui sont en campagne et qui attendent pour trucider un poulet qui sort d'une grange en disant petit petit petit. Donc voilà, c'est assez amusant. Là, je vais avancer un petit peu parce que j'ai pris un peu de retard sur mon timing. Alors, on va parler de ce service qui est très important. Et sans doute, peut-être vous le connaissez parce qu'il a été édité pendant très longtemps. C'est le service Rousseau, toujours de la manufacture qui s'appelle dans les années 1860 Leboeuf et Millet à Creil-Montreux. Et c'est en fait une espèce d'icône des arts décoratifs. Et d'ailleurs, le poète Stéphane Mallarmé en parlait en ces termes. Cet admirable et unique service, décoré par Bracquemond de motifs japonais empruntés à la basse-cour et au réservoir de la pêche, la plus belle vaisselle récente qu'il ne soit donné de connaître. Voilà, donc c'est venant de Mallarmé, ça fait toujours plaisir. Et alors l'intérêt de ce service, c'est qu'il combine une forme héritée du XVIIIe siècle avec légèrement rocaille et puis un espèce de peigné bleu sur les côtés. Et au milieu, on a des gravures à l'eau forte réalisé par Félix Bracquemond. Félix Bracquemond est un artiste qui se fait connaître d'abord par ses gravures, mais qui va s'intéresser aussi à la céramique, aux arts décoratifs en général, mais il va vraiment produire des gravures. Il va être un des premiers artistes influencés par le Japon, notamment par les estampes d'Okuzai, la manga, tous les grands graveurs japonais qui sont diffusés à partir des années 1860 à la faveur de ce qu'on appelle l'ère Meiji, l'ouverture du Japon à l'Occident. Et donc lui va reproduire ces dessins-là. Il va aussi transposer certaines de ses gravures à la japonaise. En fait, il avait fait pas mal d'eau forte avec des sujets naturalistes, des oiseaux, des plantes, et il va les reprendre, les simplifier, leur donner une certaine dynamisme, une vivacité du trait grâce à la technique de l'eau forte. Et ces eaux fortes, elles vont être transposées
sur la céramique avec la même technique qu'on a vue, à savoir on imprime sur un papier, le papier est collé sur la porcelaine, on met à cuire, voilà, tout simplement. Et l'intérêt, c'est que on va avoir des rehauts de couleurs à la main par les ouvriers. Et ce qui est fort, c'est qu'il va inventer un concept qui n'est plus de dire voilà où se met tel motif par rapport à tel autre, ni de dire ce sont ces compositions-là qu'on va faire et on va les faire tout le temps pareil. Et il réalise, on va dire, un ensemble de motifs gravés et de 3 tailles différentes, un grand, un moyen, un petit. Et il laisse à l'ouvrier décorateur le soin de choisir un grand, un moyen, un petit, et de les mettre absolument où il veut sur l'assiette. Ce qui fait qu'on a une infinité de motifs possibles et que potentiellement chaque assiette est unique. Donc il y a à la fois une innovation conceptuelle par rapport à la décoration du service, et puis esthétique, parce que cette liberté dans le placement des gravures, il est tout à fait dans l'esprit japonais, où on n'a pas forcément un cadre bien fixé, les motifs sont généralement disposés plus librement dans la feuille, sur des fonds blancs, sur des choses comme ça. Donc on a à la fois l'introduction d'un langage tout nouveau dans les arts décoratifs et en même temps quelque chose de très efficace au niveau de la production, puisque ça coûte pas cher à produire et en même temps on conserve une certaine vivacité. En fait, à l'époque, en 1860, il y avait déjà de la lithographie, de la chromolithographie, dont je vais vous parler juste après, mais on lui reprochait déjà une certaine froideur un peu mécanique, un peu trop mathématique. Et cette technique de l'eau forte appliquée à des rehauts à la main de couleurs redonne davantage de vie. Voilà. Alors, je vais vous parler de la lithographie maintenant. Alors ici, vous avez un service à décor imprimé sur porcelaine dure. Alors là, c'est pas encore de la lithographie, mais c'est pour introduire la porcelaine, parce que jusque-là, on a vu essentiellement de la faïence fine. Mais à Limoges, on expérimente aussi la gravure en taille douce. Ici, il s'agit d'une gravure de Bosselmann sur un service de la manufacture Tarot réalisé en 1824. Et avec des sujets de scènes de genre assez classiques, mais ça illustre la présence aussi de cette technique à Limoges. L'entreprise Haviland aussi va l'expérimenter. Elle va être introduite par un graveur anglais, encore eux, en 1855. Voilà. Alors l'abandon de la peinture à la main va se faire très progressivement, ça va pas être du jour au lendemain, et d'ailleurs aujourd'hui il y a encore des choses qui sont produites avec du décor à la main à Limoges, mais en fait finalement, puisqu'on n'avait plus la verve de vrais artistes, mais seulement des exécutants irréprochables, autant confier en fait la réalisation d'une estampe à un artiste de renom. C'est un petit peu la logique des porcelainiers à cette époque, qui ont beaucoup de mal. On est avant 1845, il n'y a pas d'école d'art à Limoges, donc il n'y a pas d'outils pour former les artistes, pour former à la pratique du dessin, de la peinture, et c'est très compliqué d'avoir des pièces de très haute qualité. Et pourtant, on la vise, cette haute qualité. La porcelaine de Limoges, elle est prestigieuse parce que le kaolin, c'est une argile blanche qui est indispensable à la fabrication de la céramique, est découvert en France à côté de Limoges, à Saint-Yrieix-la-Perche. Et donc il y a énormément d'associations entre les fabricants de pièces blanches
et les décorateurs. Alors parfois on en voit des manufacturiers, des décorateurs parisiens achètent des blancs à Limoges et les décors à Paris. À l'époque, au tout début 19e, fin 18e, les pièces sont pas datées, sont pas signées, donc c'est très compliqué de savoir ce qui a pu être fait à Limoges ou à Paris. Mais voilà, on a un bel exemple ici de l'arrivée de cette technique. Alors là, vous retrouvez la fameuse presse lithographique du musée dans son ancien accrochage en haut à gauche, et c'est juste pour rappeler un peu les principes de l'impression en lithographie, donc qui est basée sur la qualité de la pierre, de faire la différence entre de retenir l'encre grasse et avec l'eau d'opérer une distinction au niveau du dessin. En fait, finalement, c'est assez proche de la lithographie classique, sauf que les encres qu'on emploie sont des encres réfractaires avec des oxydes métalliques qui vont pouvoir cuire à la cuisson. Et l'autre différence, c'est que on va imprimer sur un papier, mais on va aussi imprimer sur ce papier, et une fois que les couleurs sont imprimées, un vernis qu'on appelle le cover coat. Donc ce que vous pouvez voir tout en bas, une espèce de couche jaune. Et après, je vais vous montrer une vidéo d'une personne qui est en train d'appliquer une sérigraphie, mais qu'on travaille avec un décor imprimé en lithographie ou en sérigraphie, la phase d'application reste la même. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail de la fabrication, mais je voulais vous montrer ça. Voilà. Alors ça, c'est l'atelier des presses lithographiques de la manufacture Théodore Haviland à Limoges en 1912. Donc c'est effectivement au début, sur la pièce précédente, on avait délégué à un atelier d'impression la création du décor. Mais dans la seconde moitié, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, les manufactures de Limoges, les porcelainiers, vont créer leurs propres ateliers de lithographie. Alors là, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même pas mal de presses. On voit au fond les étagères avec toutes les pierres, et il faut savoir que pour ce qu'on appelle une chromolithographie, donc une lithographie à plusieurs couleurs, il faut une pierre par couleur, donc ça implique d'avoir quand même de la capacité de stockage pour ça. Alors là, j'avais une autre image un peu semblable en Allemagne, mais je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Et là, vous avez une image de 2D calqueuses en Angleterre qui posent des décors imprimés à Stoke-on-Trent. Alors là, je vais vous montrer une vidéo justement de la pose des chromos. Alors, pardonnez ce petit intermède technique. C'est là. Alors ça fait partie aussi des images et des vidéos qu'on montre dans le musée sur des bornes interactives et qu'on a remis en place. Alors, vous voyez là, la décoratrice, elle fait un trait avec un compas pour repérer l'endroit où elle va poser le chromo. Là, c'est le chromo sur papier. Elle le trempe dans l'eau pour séparer le papier du vernis, de la gélatine, avec dessus les couleurs céramiques. Donc ensuite, tout le jeu consiste à bien appliquer la décalcomanie, et on la voit avec le tampon poser le décor. À ce stade-là, ça adhère, on va dire. C'est pas collé physiquement. Il faut bien chasser les bulles d'air, et en appuyant, ça colle. Cette gélatine, elle est assez grasse, donc suffisamment pour que ça reste. Et après, c'est vraiment la cuisson qui solidarise l'émail, la couleur dans l'émail, et ce vernis disparaît complètement. Voilà.
Non, c'était pas ça. C'était celui-là. Voilà. Alors là, je voulais vous montrer aussi ce service, toujours de Félix Bracquemont, mais cette fois-ci, on n'est plus sur de l'eau forte, mais vraiment sur une technique particulière. Félix Bracquemont donc est un grand graveur et un grand expérimentateur, et là sur le service parisien réalisé pour la manufacture Haviland en 1876, il va réaliser un décor constitué de 3 étapes. D'abord des aplats de couleurs en chromolithographie. Donc on se sert des pierres lithographiques pour obtenir un décor polychrome qui va faire le fond du décor. Par-dessus, on applique des gravures à l'eau forte qui vont donner de la vivacité, du trait noir, quelque chose d'assez nerveux, d'assez dessiné. Et puis enfin, on rajoute des rehauts de peinture à la main pour donner de la vibration, et ça peut être de la couleur, ça peut être aussi de la dorure. Alors cette innovation technique, elle est associée à une certaine audace aussi artistique, puisque là encore c'est très influencé par le japonisme. Il y en a plusieurs, effectivement. Alors là, je vous montre une autre assiette de ce service parisien pour illustrer un petit peu la diversité des décors sur cette technique. Alors, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce service et qui est intéressant, c'est que il a été réalisé dans l'atelier d'Auteuil. L'atelier d'Auteuil, c'est un espèce de laboratoire d'expérimentation mis en place à Auteuil par Charles Haviland, qui a été où l'idée c'était d'inviter des artistes novateurs à proposer, à imaginer des décors pour la porcelaine de Limoges, pour la marque Haviland évidemment, mais qui combinent à la fois l'ambition d'avoir des décors raffinés et de s'adresser à une clientèle bourgeoise, d'être relativement abordable quand même. Donc la gravure est vraiment adaptée à cette ambition-là. De la même manière que la faïence fine était moins chère, moins complexe à produire que la porcelaine, et qu'elle s'adressait à un public plus vaste, plus large que la porcelaine. Et donc ça fonctionnait très bien d'employer des décors imprimés qui eux aussi étaient rapides à produire et à appliquer. Voilà. Alors toujours avec cette technique de la chromolithographie, je vous montre une autre assiette du service parisien qui est un des chefs-d'œuvre du musée. Et là, on passe la frontière de 1900. On arrive dans le XXe siècle avec une assiette de la manufacture Haviland, toujours, dont la chromolithographie est signée Eugène Allehaut. Et là, le contexte de la porcelaine de Limoges est intéressant aussi parce que en 1900, c'est le plus haut de l'industrie. L'industrie est à son point culminant. On a environ 10 000 ouvriers, 35 manufactures, 120 fours, 18 usines avec leur propre atelier de décoration. Donc c'est vraiment une industrie considérable que la Première Guerre mondiale va faire chuter très fortement. Alors quand on a une baisse de 61% de la production, une nécessité pour les porcelainiers de se réorienter vers d'autres types de production, dont des objets qui vont être commémoratifs ou qui vont plus être exclusivement tournés vers le prestige des arts de la table. Mais ça illustre bien ce qu'on appelle les assiettes parlantes, ou la fonction, on va dire, commémorative de la porcelaine. Alors là, il ne s'agit pas d'une commémoration puisqu'elle a été produite en 1916 dans un contexte très particulier. Donc l'idée, c'était de profiter des journées du Limousin pour faire une vente aux enchères au profit des œuvres sociales de l'armée. Et donc il fallait produire beaucoup d'assiettes avec peu de moyens. La chromolithographie permettait
ce développement et en même temps voilà, on a une iconographie qui est chargée de symboles. Les branches de châtaignier évoquent l'arbre représentatif de la région. On dit souvent que ouais, en Limousin on peut pas faire pousser grand chose d'autre que les châtaignes, donc d'où les branches de châtaignier et puis le blason de la ville de Limoges, le drapeau français et l'inscription pour nos soldats. L'idée c'est de sensibiliser si besoin était la population à ses fils qu'elle envoie au front et à la nécessité de soutenir l'effort de guerre, y compris à l'arrière. Voilà. Donc je vous montre celle-ci. Et puis une autre, un petit peu dans le même état d'esprit. Voilà, donc c'est pour montrer un petit peu aussi la manière dont les décors de céramique vont servir aussi une propagande de guerre. Là, vous avez Pétain qui est alors maréchal, qui indique la direction de la victoire et qui harangue en fait l'armée en disant c'est le moment d'en mettre un coup, en avant les gars jusqu'au bout. Donc vous voyez, on est vraiment dans un contexte politique et la chromolithographie est signée Job, qui est l'acronyme de Jacques Onfroy de Bréville, un artiste connu pour ses caricatures et ses illustrations d'ouvrages à la gloire de la nation. On a toute une série d'assiettes comme ça et c'est vrai que c'est intéressant aussi de connaître la porcelaine et la céramique pour cet aspect historique. Et il y a aussi jusque très tard dans le XXe siècle des associations, des événements qui vont être marqués par une assiette souvenir. Et là, on va beaucoup faire appel à des décors imprimés parce que ils ont besoin d'être diffusés. Et en même temps, la porcelaine, c'est durable, ça casse, mais si on ne la casse pas, ça ne subit pas les dégradations du temps. Donc, il y a quelque chose de très très bien qui s'accommode très bien de l'idée de souvenir, de commémoration. Voilà. Alors maintenant, je vais parler de la sérigraphie. Alors la sérigraphie, c'est un petit peu pareil que la lithographie dans la mesure où ça change pas énormément du procédé de sérigraphie normal, sauf que on utilise des encres qui sont des oxydes métalliques, des encres réfractaires. La difficulté, c'est et d'ailleurs c'est le cas aussi pour la lithographie, c'est qu'il faut combiner en fait des couleurs qui cuisent à la même température, puisqu'on autant sur des décors à la main, on peut cuire plusieurs fois. Vous appliquez le rouge, vous cuisez le rouge, ensuite le vert cuit plus bas, donc vous passez le vert et vous recuisez. Il peut y avoir jusqu'à 20 cuissons comme ça. Autant avec un décor imprimé, ben voilà, si on a une chromolithographie, toutes les couleurs sont appliquées d'un coup. Donc il faut qu'elles aient une compatibilité de cuisson. Donc ça demande pas mal de recherche, de chimie, de tests, et ce qu'il s'agisse de chromolithographie ou de sérigraphie. Alors là, je vais vous montrer des images actuelles, puisque la sérigraphie, c'est aujourd'hui l'outil qui est le plus employé pour produire ce qu'on appelle des chromos, donc des décalcomanies en couleur à Limoges. Et je vais vous expliquer le principe. Donc, en fait, on commence par commander un modèle à un artiste. Et ce modèle, il doit être raccord avec les galbes des objets, avec l'arrondi des assiettes, avec la forme d'une aiguière, des choses comme ça. Et ensuite, pour faire ces déclinaisons, ces adaptations, aujourd'hui, avec l'informatique, on va recomposer le dessin à l'informatique. Donc là, vous avez un opérateur qui travaille avec une tablette graphique, qui reproduit le dessin de l'artiste et qui va isoler les couleurs une par une, puisque c'est pareil. On a besoin en sérigraphie comme en lithographie d'un écran par couleur, et donc de séparer les couleurs les unes des autres. Mais il peut y avoir jusqu'à 20, 30 couleurs sur un seul dessin, 30 nuances. Donc c'est vraiment un gros travail.
Alors là, vous voyez un écran. Donc à l'origine, c'est des écrans de soie. Donc la technique, elle se diffuse dans les années 50 dans les cercles artistiques. Elle est connue notamment par les artistes pop américains, mais il faut attendre vraiment les années 60 pour que ça arrive en céramique à Limoges. À l'époque, on utilise des écrans de soie. Maintenant, c'est des écrans en nylon, mais le principe est le même. On applique un enduit photosensible et on va faire l'opération qui consiste, le clichage, qui consiste à exposer un rayonnement ultraviolet qui va venir boucher définitivement l'enduit aux endroits qui n'ont pas été protégés. Donc avec un système de pochoir, on obtient l'écran qui va permettre d'imprimer les couleurs, une couleur céramique. Alors ensuite, il y a un contrôle de l'écran. Et là, vous voyez une ouvrière qui est en train de corriger certains défauts de l'écran avec justement une substance qui va venir opacifier des endroits qui auraient des trous, des défauts. Et puis là, le tirage d'une couleur sur une presse. Et enfin, vous